Une petite vidéo pour les personnes qui pourraient être confrontées au même problème. J'ai un nouveau voisin qui a emménagé. Il a branché tout son attirail, toutes ses chinoiseries. Et voilà le résultat, un magnifique bruit sur la bande 80 mètres. Même ça descend même en dessous, hein, puisqu'on voit que là je suis à 3,5, on voit que ça descend en dessous. Et là je suis à 4 mégas et ça continue. Donc complètement saturé, on n'entend plus rien. Même en tournant la boucle magnétique, étant donné que la source de bruit est très proche, ça change quasiment rien. Heureusement, j'ai trouvé une solution pour résoudre ce problème, c'est ce qu'on va voir. Petit schéma pour comprendre le principe. Deux antennes, une source de bruit. Les antennes sont reliées aux grilles des transistors. On sort sur les sources et c'est relié à une bobine. Alors dans la simulation, les antennes et la source de bruit ne sont pas pris en compte. C'est simplement des représentations graphiques. Je les ai remplacées par des générateurs de tension. Donc une source de bruit très proche, je précise bien très proche, quelques mètres, va envoyer un signal équivalent sur chaque brin, équivalent en phase et en amplitude. Donc sur ce point-là, on va se retrouver avec ce signal-là, sur ce point-là, on va se retrouver avec ce signal-là. On voit que la phase et l'amplitude sont égales. Donc aucun courant ne circulera dans la bobine puisque sur ce point-là et ce point-là, c'est le même signe. Donc aucun courant ne circule. Et en sortie, on va se retrouver avec ce signal ici. Là. Donc rien. Quand on regarde, il n'y a rien. C'est simplement la courbe là qu'on voit, là c'est simplement le bruit généré par les transistors. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec un signal radio. Alors avec un signal lointain, représenté ici, c'est plus du tout la même chose. Parce que à cause des réflexions de l'environnement et d'autres phénomènes, sur chaque brin, on va avoir une amplitude et une phase différentes. Donc là, on va prendre l'exemple d'une amplitude différente seulement. Donc en sortie, on va se retrouver sur ce point-là avec ce signal-là, sur ce point-là avec ce signal-là. On voit que ce n'est pas la même amplitude. Sur chaque point, il n'y a pas la même amplitude. Donc un courant va circuler. Et on va se retrouver en sortie avec un signal. Maintenant, on va voir avec une différence de phase seulement. Alors maintenant, le cas d'une phase différente sur chaque brin. On conserve la même amplitude, mais il n'y a que la phase qui change. Donc en sortie, on va se retrouver avec ce signal. Même amplitude, mais on voit qu'il y a une différence de phase. Et à cause de cette différence de phase, on va se retrouver avec un signal en rouge là, en sortie. Parce que si on prend par exemple à un instant T ce point-là, à ce temps-là, on voit qu'à cause de la différence de phase, l'amplitude n'est pas la même. Donc sur ce point-là et ce point-là, on n'a pas la même amplitude. Un courant va circuler et en sortie, on va se retrouver avec le signal en rouge. Ce signal en rouge. Donc simplement avec une différence de phase. Revenons à notre source de bruit très proche. Dans le premier exemple, j'avais dit qu'une source de bruit très proche allait générer dans chaque brin une amplitude et une phase égales. Ça, c'était pour simplifier. En réalité, il y aura quand même une petite différence d'amplitude et de phase sur chaque brin. De plus, les composants n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Ça veut dire qu'en sortie, on va quand même se retrouver avec un petit signal de bruit, mais très très atténué. Donc je vais partir de cette base-là pour faire l'antenne. Alors voilà le schéma de l'antenne. Je précise que ce n'est pas un amplificateur. Il n'y a pas de gain. On pourrait voir ça plutôt comme un système d'adaptation d'impédance. On rentre en haute impédance et on sort en basse impédance. La longueur des brins, 2 mètres. J'ai rajouté des néons de protection en cas où il y aurait des charges dangereuses qui s'accumuleraient sur les brins. Il faut prendre des néons avec la plus faible tension possible, des petits néons de ce genre-là. Cette partie-là, ça concerne le circuit de polarisation du U310, le filtre et les diodes de protection. De préférence, câbler cette partie-là en l'air. Il ne faut pas que les composants touchent l'époxy, car en dessous il y a le plan de masse. Et comme on est en très haute impédance, il pourrait y avoir des pertes.
Le Tor, c'est un Tor adapté pour les bandes décamétriques, bobiné 10 tours, 3 fils en main. Pour avoir une IP3 de cette valeur-là, il n'y a pas de secret, il faut un fort courant de polarisation et une forte tension d'alimentation. C'est pour ça que c'est une tension d'alimentation de 24 volts. Bon, bah maintenant, on va mesurer l'IP3, enfin plutôt on va simuler l'IP3. Pour la simulation de l'intermodulation, j'injecte à l'entrée 2 signaux de fréquences différentes. Donc c'est cela. Si le système était linéaire, à la sortie, on devrait avoir que ces 2 signaux. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait linéaire. Et on se retrouve avec des signaux parasites, ici, là et là. Mais c'est quand même très bas, puisqu'on est en dessous de moins 100 dB. Sur cette vue-là, j'ai chiffré les signaux. Donc là, on a la valeur des 2 signaux utiles. Et là, on a la valeur des signaux parasites. On va faire le calcul de l'IP3. Donc 3 fois la valeur des signaux utiles moins la valeur des signaux inutiles, enfin parasites, alors égal, multiplié par 0,5. 46 dBm. Et pour confirmer le calcul, on va aller sur un site internet où il y a une application. Donc j'ai rentré la valeur des signaux utiles ici en dBm, la valeur des signaux inutiles, parasites, ici en dBm. Et après calcul, on a bien 46 dBm d'IP3. Donc c'est très élevé. Alors, en réalité, ça sera un petit peu inférieur. Ça sera inférieur, hein, parce que bon, là, on est dans le cas idéal. Hein. En réalité, à cause des dispersions des caractéristiques des composants, l'IP3 sera quand même un peu inférieur, mais ça restera très élevé. Alors maintenant, voyons voir ce qu'il se passe dans la vraie vie. Donc sur le premier récepteur, j'ai connecté la boucle magnétique. Donc on voit le magnifique bruit. On peut constater que l'énergie est concentrée vers le haut de la bande 80 mètres. Pas de bol, c'est la partie dx. Bon, c'est normal, c'est la loi de Murphy. Sur le deuxième récepteur, j'ai connecté le dipôle. Et voilà le résultat. Ça a été nettoyé. Le bruit est fortement atténué. Et ce qu'on peut voir, c'est que la partie où l'énergie est plus concentrée, on voit que c'est quand même très très atténué. On voit même un petit signal qui est complètement noyé dans le bruit ici. Alors ce qui est marrant, c'est que le dipôle est dirigé vers la source de bruit. Si j'avais un dipôle normal dirigé vers la source de bruit, le bruit aurait été plein pot. Mais là, vu le principe que j'ai énoncé au début de la vidéo, c'est l'inverse. Le dipôle est tourné vers la source de bruit, le bruit a quasiment disparu. Voilà, le système a bien fait son boulot. Donc je ferai une deuxième vidéo sur la construction de l'antenne. J'ai oublié de préciser quelque chose concernant le schéma. Vu les courants de polarisation élevés et la tension d'alimentation de 24 volts, les transistors vont chauffer. Donc il faut les monter sur un dissipateur. Tous. Donc on verra ça dans la suite de la vidéo concernant la fabrication de l'antenne.